Le journal, je vous en rappelle quelques titres. L'annonce de la suppression d'une centaine d'emplois par l'usine Cacharel, le dévoilement aussi de la plaque label patrimoine 20e siècle pour Nemosus Nîmes et le carnaval du chemin bas d'Avignon. Le journal vous est présenté ce soir par Christophe Chez. Bonsoir Christophe. Bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. On débute ce journal avec cette information qui a été communiquée vendredi dernier aux salariés de Cacharel. La marque fondée en 1962 par Jean Bousquet, l'ancien député maire de Nîmes, qui annonce donc aujourd'hui la suppression d'une centaine de postes dans le Gard, synonyme à l'horizon 2010 de la fermeture des sites de Nîmes et de Caveyrac. Une annonce durement ressentie par les salariés de Cacharel, partagée entre surprise et colère en plein cœur de la crise économique. Les détails dans ce sujet signé Pierre-Paul Castelli. Démarré dans les années 60, le volet gardois de l'aventure Cacharel sera clos en 2010. Les sites de Nîmes et Caveyrac sont donc voués à une fermeture très prochaine. Vendredi était prévue une réunion du CE et donc on nous a présenté le projet de restructuration. Et donc c'est à partir de là qu'on a su qu'il y aurait sur 102 postes de supprimés dans la société sur 120 postes aujourd'hui occupés dans la société Cacharel. Donc ça a été très dur, on a été très en colère et très amer d'apprendre cette nouvelle et surtout un peu surpris, disons, par que ça ait eu une telle ampleur, puisque il est même envisagé la fermeture des boutiques outlet qui restaient sur Paris et sur Nîmes également. Si le suivi de la collection Printemps-été 2010 en phase de création sera bien assuré par les équipes gardoises, ce sera bien là le dernier épisode local du feuilleton Cacharel. Le rouge en baisse et le rosé en hausse, voilà un raccourci qui ne saurait dissimuler le profil économique des marchés des vins de Costières de Nîmes qui fête en 2009 les 20 ans de cette appellation. Un événement qui sera dignement célébré avec plusieurs actions en direction du grand public tout au long du printemps et de l'été. Spécificités des cépages et habitudes de consommation ont été au centre des analyses qui ont été révélées ce matin par le président de cette appellation Costières de Nîmes, Bernard Engelras. Olivier Michel l'a rencontré. Quand on est professionnel et qu'on entend ce genre de débat au niveau européen, on est purement scandalisé. Et moi, je peux affirmer devant votre télévision aujourd'hui que dans les Costières de Nîmes, ce n'est pas un assemblage de rouge et de blanc qui font le rosé. C'est vraiment une délibération pour remettre du rosé. Nous avons des cépages pour faire des rosés et donc des cépages qui correspondent au goût du consommateur pour élaborer ces types de produits. Avec en 2008 autant de vins produits que ce qui en a été commercialisé, soit 207 000 hectolitres, les vins des Costières de Nîmes se vendent bien. 46% de la production est vendue par les producteurs sans transiter par le négoce et 28% est exporté. Parmi les pays les plus consommateurs, on note le Canada et les USA ou encore l'Europe du Nord avec la Norvège, le Danemark, la Belgique et le Luxembourg qui ne sont pas restés insensibles à la démarche qualitative entreprise par les Costières. On a augmenté la qualité de nos produits pour arriver à des qualités de produits niveau de cru qui permettent de conquérir certains marchés et puis certainement pour faire connaître nos vins de Costières différemment, c'est-à-dire sur des positionnements beaucoup plus haut de gamme que ceux qu'on a pu le connaître par les années passées, qui vont faire que les Costières de Nîmes vont devenir à la qualité et un prix de niveau d'un cru. Forts de leurs trois couleurs, rouge, rosé et blanc, les Costières de Nîmes comptent bien conquérir de nouveaux marchés. Car si la consommation de vin rouge diminue, c'est au profit de celle du rosé qui, elle, augmente et séduit de par sa convivialité jusqu'au Royaume-Uni. Alors, je dirais premièrement, 1, c'est une mode. 2, la technique du rosé en Costières de Nîmes s'expérimente depuis un certain nombre d'années et nous avons une volonté de développer cette production-là parce que les marchés se développent sur le marché rosé. Il faut savoir aujourd'hui que la consommation sur le marché du rouge est en baisse alors que la production et la consommation sur le marché du rosé est en hausse. Donc c'est un rééquilibrage par rapport aux besoins du marché. Reste que si les vignerons des Costières ont un savoir-faire, ils cultivent également le faire-savoir et proposeront localement différentes manifestations, à commencer par le dimanche 17 mai et les vignes toquées. Une balade gastronomique dans le vignoble avec un superbe menu dégustation signé par Michel Kayser et plus de 30 vins à déguster dans le terroir.
Et puis pendant les jeudis de Nîmes, avec le soutien de Nîmes Métropole, les jeudis vins, des bars à vin qu'on va faire tous les jeudis de Nîmes, les 9 jeudis de juillet et août, et où les gens pourront découvrir avec les vignerons les vins de notre région. Initié l'an passé, le deuxième salon du TAF, entendez par là travail, avenir, formation, va ouvrir ses portes pendant 2 journées continues dans le cadre d'une opération initiée par le Conseil régional, co-organisée avec le Conseil général du Gard, en partenariat avec le Pôle emploi et la mission locale des jeunes d'agglomération, la région Languedoc-Roussillon, qui revendique l'investissement de plus de 238 millions d'euros dans le secteur de la formation, entend par cette action favoriser l'accès à l'emploi en facilitant le dialogue entre les jeunes et le monde de l'entreprise. À quelques heures de l'ouverture du salon situé au Parc des Expositions de Nîmes, Pierre-Paul Castelli nous propose un état des lieux. Coup d'envoi demain mercredi au Parc Expo de Nîmes du deuxième salon du TAF. TAF comme travail, avenir, formation. Voulu par la région Languedoc-Roussillon, ces journées organisées dans les 5 capitales de département se proposent d'informer et d'orienter les jeunes et demandeurs d'emploi en matière de formation. TAF met également en relation des demandeurs d'emploi et des entreprises qui recrutent. En 2008, le premier TAF avait au niveau régional proposé 10 000 offres d'emploi. Cette année, 700 entreprises sont présentes. Les organisateurs assurent que des secteurs comme le bâtiment, les transports ou la restauration continuent de recruter. C'est une initiative originale qui a été officialisée hier matin en mairie de Langlade avec la signature d'une convention entre la municipalité et le lycée nîmois Frédéric Mistral en vue d'un chantier de restauration du temple du village. Un projet à visée culturelle qui va permettre à de nombreux élèves de poursuivre leur formation sur le terrain. Une initiative qui va devenir réalité alors qu'une classe rénovation du patrimoine fera son apparition au sein de cet établissement nîmois à la rentrée prochaine. Une association originale telle que nous la raconte Alain Bonnet. Restauré extérieurement lors du premier mandat de René Abric, maire de Langlade, le temple du village avait besoin de faire peau neuve intérieurement. Cela va être chose faite avec le compromis signé en partenariat avec le lycée Frédéric Mistral. On a décidé de répondre présent pour plusieurs raisons. D'une part, l'aspect pédagogique, puisqu'une rénovation sur un tel chantier permet de mettre en œuvre l'ensemble de nos filières et de nos formations. Et deuxièmement, pour l'aspect culturel, puisque ce lieu est un élément essentiel de la vie du village et du département. Projet enrichissant pour les élèves du lycée Frédéric Mistral et défendu par l'adjoint chargé de l'urbanisme, M. Tufénis. Je suis allé à la journée porte ouverte, je me suis imprégné de la vie du lycée et j'ai trouvé que c'était sympa et qu'en plus, en ayant recours au lycée, on était en train de préparer l'avenir de ces jeunes qui sont en formation. Et pour moi, je considère qu'il y a 2 choses. Il y a ceux qui parlent des jeunes et il y a ceux qui s'en occupent. Et je préfère me trouver dans la 2e catégorie. Quant au premier magistrat du village, il ne peut que se réjouir de cette opération qui permettra de finaliser ce beau projet qui lui tenait à cœur. C'est vrai que l'intérieur était assez ancien, je crois que c'est très bien. Je voudrais saluer le travail de Jean-Pierre Tufénis et du conseil municipal qui nous ont soutenus pour mettre en place donc dès 2009, dès cette année, 10 000 euros sur le budget pour pouvoir réaliser ces opérations. D'autre part, ce lieu ainsi revalorisé permettra de continuer à proposer des soirées musicales de qualité. On avait le choix à aller faire nos concerts à la salle polyvalente ou autre. Il n'y a pas de problème. Nous allons chaque année au temple parce que c'est là que ça sonne le mieux. Sans aucun problème. Langlade continue ainsi ses rénovations prévues au programme et qui ont débuté avec l'artère principale entièrement mise aux normes. Rendez-vous est pris en 2010 pour l'inauguration du temple si tout se passe bien. C'est hier soir à Carré-d'Art que la communauté d'agglomération Nîmes Métropole a mis en place son conseil de développement durable, présidé par Dominique Granier, par ailleurs président de la Chambre d'agriculture du Gard. Ce conseil aura pour mission de mettre en place le fameux Agenda 21 qui doit définir la stratégie de l'agglo nîmoise en termes de développement durable. Tous les détails dans ce sujet signé Olivier Michel. La loi Voynet de 1999 impose à toutes les collectivités territoriales d'avoir un conseil de développement. À Nîmes Métropole, ce conseil de développement sera durable et donnera naissance en 2010 à l'Agenda 21, un document de référence qui engagera tous les acteurs d'un territoire à se projeter dans l'avenir au travers de 21 engagements.
L'agenda 21, c'est un document stratégique assorti d'un plan d'action qui va expliquer, qui va intégrer donc tous les enjeux du développement durable au niveau local. C'est-à-dire quelle stratégie de développement durable pour notre territoire et quelles actions pour décliner cette stratégie. Déplacement, développement, habitat et ressources seront au cœur des réflexions portées par ce Conseil de développement durable. Divisé en 5 collèges, il est composé de 130 personnes issues d'associations, de comités de quartier, d'institutions ou encore d'entreprises. Et il y a des personnes de la société civile. On peut citer par exemple un représentant de l'entreprise Raymond qui fabrique de la brandade. Alors pourquoi ? On peut se poser la question. Simplement parce que cette entreprise est déjà dans une démarche de développement durable et donc elle nous apportera son expertise, sa compétence, son expérience. Un échéancier de travail est d'ores et déjà prévu. Il mènera à la présentation d'un plan d'action qui sera soumis à l'approbation du Conseil communautaire à la mi-2010. En France, 350 démarches Agenda 21 sont déjà entreprises. La communauté du Grand Alès était la première en région. Elle a publié son agenda 21 en mars 2007. Et rappelons que c'est le Comité 21 qui est l'organisme qui accompagne les décideurs dans la mise en place du développement durable en France. Créé en 1995, il réunit quelques 300 adhérents dans le but de développer cet agenda 21 suite au sommet de la Terre qui s'était tenu, je vous le rappelle, à Rio en 1992. C'est après 2 ans de travail que le manoir de Courbesac va ouvrir ses portes au public dans 2 mois. À la fois lieu de création, café-théâtre, maison d'édition ou encore chambre d'hôtes. C'est l'artiste marseillais Benoît Morin Colibri qui nous a ouvert les portes de ce nouveau lieu d'expression artistique qu'il veut pluriel. Une volonté qui s'exprimera à travers la création de différents pôles et qui souhaite intéresser le plus vaste public de Nîmes, mais aussi d'ailleurs. Un artiste que Nicolas Pinchino a rencontré. Il a connu un succès fulgurant dès ses premières expositions. Benoît Morin du Colibri, un artiste originaire de Marseille qui vient de poser ses valises à Nîmes avec un très grand projet artistique. C'est un lieu très simple, c'est un lieu ouvert à tous, c'est un laboratoire de recherche artistique, c'est un lieu émergent, pointu, où on aura effectivement un pôle peinture, un pôle sculpture, un pôle écriture, un pôle vidéo, un café-théâtre, une maison d'édition, un studio d'enregistrement. Donc c'est un lieu de vie et de partage avec myriel d'artistes et j'espère plein de gens qui viendront se nourrir. Le manoir de Courbesac sera donc un lieu de création, c'est ce qu'a souhaité son créateur. Un projet qu'il a d'ailleurs en grande partie financé personnellement. Aujourd'hui, il souhaite s'entourer de mécènes et permettre à de jeunes artistes de trouver, au-delà de l'inspiration, un véritable soutien. Quand il nous a dit ce qu'il voulait faire, on est tous tombés amoureux de ce rêve. Ça a tous été notre projet. Et c'est vrai que la volonté de laisser chaque artiste gérer un pôle artistique, ça nous a immédiatement séduit. Parce que on a compris que le maître mot, ça allait être la passion. Si le lieu ouvre ses portes au public le 23 mai prochain, cela fait 2 ans, c'est la durée des travaux, que Benoît Morin du Colibri est installé à Nîmes et a déjà rencontré les Nîmois. Il y a une espèce de clan nîmois, des clans, je sais pas, mais il y en a plein. C'est un peu comme dans des villages et je trouve que c'est vachement intéressant parce qu'en fait, c'est pas des castes, mais tous ces clans, tous ces groupes qui sont tous super intéressants les uns les autres, ne se sont pas encore vraiment rencontrés sur le même lieu. Et je crois que la force du manoir, ça sera justement de donner accès à tout le monde grâce à ce château, à ce manoir qui est tellement bizarre qu'il y a plein de petites pièces. Et je pense qu'on devrait arriver à mélanger tout le monde. En avril, c'est l'artiste qui ira à la rencontre des Nîmois avec 2 expositions événements à la Galerie des Jésuites et à l'espace Schuller, avant donc de recevoir chez lui, au manoir de Courbesac, pour l'inauguration du lieu, samedi 23 mai prochain. Et puis quelques jours après l'inauguration de ce manoir de Courbesac, ce sera le début de la feria, le programme de la Pentecôte nîmoise qui sera officiellement annoncé jeudi. Plusieurs éléments ont d'ores et déjà filtré. On rappelle, après Juan Bautista face au mur, à José Thomas le 29 mai, Spartak le samedi matin et Enrique Ponce qui donnera l'alternative à Miguel Tender le dimanche matin. Nous sommes en mesure de vous révéler d'autres éléments de ces affiches. Ainsi, Julio Aparicio pourrait se retrouver en ouverture de la corrida du 28 mai, où il retrouvera notamment Sébastien Castella. Une corrida de torero vedette est encore
prévu le samedi 30 mai l'après-midi avec El Rouli. Robert Marger, l'éleveur implanté dans le département de l'Aude, proposera une course le dimanche de Pentecôte en après-midi. Et puis un mano à mano très attendu entre Sébastien Castella et Miguel Ángel Pereira pourrait conclure le cycle le lundi de Pentecôte. Toutes les réponses à ces rumeurs après-demain. 2X, témoins du siècle dernier. En chiffres romains, ces deux consonnes désignent le XXe siècle, deux lettres également synonymes d'un label décerné par le ministère de la Culture et de la Communication à des bâtiments symboles du siècle passé. 2X qui trône désormais sur le Némosus de Jean Nouvel afin de rendre plus lisible au public la notion de patrimoine contemporain, un acte qui s'est doublé par la présentation d'un panneau spécifique d'information de l'édifice entrant dans le cadre de la signalétique du patrimoine de la ville de Nîmes. Les précisions dans ce sujet d'Alain Mellon. Némosus, ce lieu d'habitation sociale construit par l'architecte Jean Nouvel, marque aujourd'hui une nouvelle page dans son histoire. On inaugure la pose sur l'immeuble Némosus construit par Jean Nouvel d'une plaque qui représente le label du patrimoine du XXe siècle. En fait, ce label a été créé par le ministère de la Culture en 2001 et il est attribué à des édifices construits au XXe siècle qui ne sont pas protégés au titre des monuments historiques, mais qui en fait reçoivent ce label pour attirer l'attention et la reconnaissance du grand public sur une architecture qui, au premier abord, n'intéresse pas forcément les gens et au contraire les rebute. Donc c'est une idée de sensibilisation au patrimoine contemporain. Construit il y a 22 ans, Némosus est le premier site en Languedoc-Roussillon à recevoir ce label. Cet ensemble architectural est un lieu de vie. A créé ces deux grands vaisseaux, ces deux grands bateaux superbes, ces deux grands paquebots d'habitation dans lesquels il fait bon vivre. Il y a une transversalité des appartements, il y a une très grande luminosité, il y a une très grande créativité. Il y a surtout une sorte de vie sociale, une vraie vie sociale et culturelle ici. Au milieu des petites maisons sympathiques qui sont sur la route d'Arles, comme nous l'appelons tous, eh bien, il y a ce grand vaisseau d'architecture. C'est un exemple de ce que la créativité architecturale et technique du XXe siècle peut et sait faire. Et c'est ainsi que le ministère de la Culture l'a labellisé comme patrimoine architectural du XXe siècle. Némosus a été inscrit par la ville de Nîmes dans son circuit patrimonial. Du patrimoine contemporain au patrimoine historique, Daniel Jean Valade a annoncé en marge de cette présentation une information importante pour la ville de Nîmes, le bouclage d'un dossier afin que les monuments nîmois soient inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, un label UNESCO acquis depuis 28 ans par la ville d'Arles, mais qui faisait encore défaut de l'autre côté du Rhône. Les explications de l'adjoint à la culture de la ville de Nîmes au micro d'Alain Mellon. Eh bien, nous sommes évidemment candidats. Jean-Paul Fournier a signé des dossiers importants concernant la labellisation de Nîmes au patrimoine de l'humanité, au patrimoine de l'UNESCO. C'est ce que nous sommes en train de structurer. Nous avons un patrimoine suffisamment important, suffisamment majeur pour l'histoire du monde, pour que lorsque ces dossiers seront finalisés, ce qui est sous peu, eh bien, nous ayons, je l'espère, la chance d'avoir le tampon UNESCO sur nos dossiers et de beaux panneaux à l'entrée de Nîmes indiquant que nous sommes un patrimoine de l'humanité. Un mot d'éducation avec cette action des parents d'élèves de l'école Jacques Prévert située rue Notre-Dame à Nîmes. Après la réunion organisée en fin d'après-midi à l'initiative des directrices des écoles Prévert et Semar, une occupation de l'établissement est organisée depuis 18h30. Une nouvelle nuit des écoles afin de manifester contre les projets de réforme du ministre Xavier Darcos, notamment concernant la suppression des RASED en vue de la rentrée prochaine. L'école sera donc occupée jusqu'au petit matin, un mouvement que les parents d'élèves manifestants souhaitent amplifier et renouveler chaque mois au niveau départemental. Un mouvement qui intervient par ailleurs à quelques heures de la tenue du comité départemental de l'éducation nationale. Ils étaient nombreux à battre le pavé du chemin bas d'Avignon cet après-midi, non pas pour manifester contre une quelconque réforme dans l'enseignement au niveau national, mais bien pour fêter le carnaval, célébré depuis plusieurs jours un peu partout dans la région. Des animations de rue au sein desquelles les élèves des écoles du quartier se sont particulièrement impliqués en proposant des visuels ayant trait à l'univers du conte, des déguisements flamboyants et des couleurs plein les yeux que vous allez pouvoir apprécier dans ce sujet de Nicolas Pinchino. Cet après-midi, au chemin bas d'Avignon, c'était la fête du printemps. 4e du nom, il s'agissait cette année de réunir les enfants des écoles maternelles, primaires et collèges pour un grand carnaval dans les rues du quartier. On a commencé la première année avec 550 élèves et cette année nous sommes à 550 élèves, 600 élèves dans la rue.
Donc c'est une grosse action qui plaît énormément aux familles, aux enfants. Les écoles sont partenaires et partie prenante, donc c'est un vrai plaisir. Pour accompagner les enfants, la fanfare Mata Verde jouait des rythmes de samba, 2 échassiers jouaient les géants parmi les minots et la compagnie Aéroplume proposait un banc de sardines matérialisé par ces ballons gonflés à l'hélium. Quant au déguisement, pas de Spider-Man ou autre Zorro, mais des chevaliers, pirates, princesses ou encore des personnages tout droit sortis d'Alice au Pays des Merveilles. En effet, cette année, les écoles avaient pris pour thème le conte. C'était un projet qui rentrait dans l'école, les déguisements étaient faits en classe avec leurs enseignants, parfois des parents qui pouvaient donner un coup de main. Mais principalement en classe, oui. Ça en était parti pour un nouveau défilé dans les rues du quartier et le nouveau carré Saint-Dominique pour finir au stade Pelatan. Et puis on va terminer ce journal avec l'actualité sportive et le tirage au sort des demi-finales de la Challenge Cup, la Coupe d'Europe de handball qui concerne au premier chef les joueuses du HBCN, les handballeuses nîmoises qui rencontreront les Allemandes de Provital, Blomberg-Lippe. Le match aller se déroulera en Allemagne le week-end du 11 et 12 avril. Le match retour est prévu à Nîmes le week-end du 16 et 19 avril. Cette équipe allemande est actuellement 7e du championnat national. L'autre demi-finale opposera l'équipe allemande de Thüringer à l'équipe turque de Izmir. Et puis côté football, seulement 3 jours après la belle victoire des Crocos à Amiens, le Nîmes Olympique se trouve encore au cœur de la tourmente avec la DNCG, l'organisme chargé de contrôler la gestion des clubs de football en France, qui menace le club de rétrogradation administrative en cas de non-équilibre du budget de l'association Nîmes Olympique. Un différend quant à l'interprétation de la lecture de l'article 9 de la convention signée entre la Société Nîmes Olympique et l'association Nîmes Olympique oppose les présidents respectifs de ces deux entités, à savoir Jean-Louis Gazot et Frédéric Sigal, le second demandant au premier d'intervenir afin d'équilibrer le budget déficitaire de l'association. Selon Jean-Louis Gazot, qui ne semble pas vouloir accéder à cette requête, je cite, « Ce déficit met en péril l'ensemble de Nîmes Olympique », fin de citation, un dossier épineux sur lequel la ville de Nîmes doit intervenir, notamment concernant la gestion du centre de formation de la Bastide. Pascal Gourdel, l'adjoint au sport de la ville de Nîmes, sera l'invité de notre journal demain soir afin de s'exprimer sur ce sujet. Voilà pour l'actualité de ce mardi soir, Frédéric. Merci Christophe. Dans quelques secondes, le carrousel suivi à 21h de Croco Hebdo avec comme invité Christophe. Alors comme invité, il y aura ce soir dans Croco Hebdo que j'aurai le plaisir de vous présenter Cédric Orjac et puis Benoît Poulain qui étaient présents sur la pelouse du stade de la Licorne, qui seront nos invités pour une émission riche en images et en réactions avec en toile de fond aussi la préparation du match très important de vendredi au Costières face à l'Annavant Guingamp. Une émission en public. 22h, le match Amiens-Nîmes. Merci de votre fidélité. Au revoir Christophe. Au revoir, bonne soirée Frédéric. Au revoir à vous. Et on vous dit à demain, même heure, 18h45. Très bonne soirée sur Télémiroir. Au revoir.